mesdames et messieurs les maires, nombreux, commandant Gabriel Ducrest, commandant de compagnie de la gendarmerie de Mantes, major Grégory Tessel, commandant de la brigade de la queue les Yvelines, capitaine Laurent Flouriot, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet, lieutenant Jean-Pierre Coville, chef du centre de secours de Méret, mesdames et messieurs les élus et surtout chers amis. Et je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de se retrouver. On se l'est dit assez régulièrement avec les maires en cette saison de vœux, parce que nous en avons été privés pendant plusieurs années du fait de la crise sanitaire. Et je crois que c'est important qu'on ait l'occasion et l'opportunité d'être à nouveau ensemble et de pouvoir se retrouver. C'est l'occasion, finalement, la première occasion pour moi déjà de vous remercier, puisque je n'avais pas eu l'opportunité de le faire dans ce format-là depuis tout simplement les élections législatives. Donc vous remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés, qui ont accepté de marcher au sens premier du terme. On avait compté avec un podomètre les 326 000 pas de la campagne et du porte-à-porte que nous avions fait, à peu près une centaine d'heures de porte-à-porte. Et puis vous remercier évidemment pour la confiance que vous m'avez à nouveau témoignée et qui est évidemment une confiance qui m'honore, qui m'engage. Remercier Philippe Emmanuel, le maire de Jouarre-Pontchartrain, qui a accepté pour cette élection de devenir mon suppléant, et Gilles Schmitt, qui avait été mon premier suppléant dans le cadre du premier mandat. Merci à vous, parce que je sais que c'est un engagement qui prend du temps aussi, et qui n'est jamais évident d'accepter encore une fois de le faire. Grâce à vous, j'ai pu devenir à l'Assemblée nationale la première femme présidente d'un groupe majoritaire. Il a fallu attendre en effet quelques années. Bruno est de ceux qui ont toujours fait en sorte de faciliter l'engagement des autres, et notamment l'engagement des femmes. Ce n'est pas toujours commun en vérité, mais je crois qu'on a réussi à démontrer avec la présidente de l'Assemblée nationale, mon amie Yael Pivet, et puis peut-être aussi avec mon élection, et bien qu'il n'y avait plus, nous, en tout cas on l'espère, de plafond de verre. Et j'ai coutume de dire que l'enjeu pour nous n'est pas d'être les premières, n'est pas d'ajouter une ligne dans une biographie, mais surtout d'ouvrir une voie et de faire en sorte que notre présence, nos élections, les fonctions que nous occupons, aient un impact pour les autres et sur la vie des autres au regard des combats que nous avons envie de porter. Les vœux, c'est évidemment d'abord l'occasion d'essayer de dresser un bilan. Alors déjà, je vous rassure, Victoire va bien. Parce que vous m'avez à peu près tous posé la question. Donc je vous remercie. Elle va très bien. Elle m'attend paisiblement à la maison, mais elle va très bien. Elle m'a d'ailleurs accompagnée discrètement au départ pendant toute la campagne et a veillé finalement comme une bonne fée sur celle-ci. Mais au-delà de cette parenthèse évidemment très heureuse, la plus heureuse qui soit dans ma vie personnelle, je sais qu'évidemment l'année 2022, elle a été une année extrêmement compliquée pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. D'abord parce qu'elle a signifié le retour de la guerre sur le continent européen. J'appartiens à une génération qui ne pensait pas vivre cela, qui pensait finalement être prémunie de ce retour du conflit, le retour de la conflictualité directement sur notre continent. Et face à ceux qui voudraient vite tourner la page de l'engagement européen, je crois que ça a, je l'espère en tout cas, profondément et durablement marqué les esprits sur la nécessité justement de l'engagement et du combat européen que nous devons impérativement porter face au populisme. Et puis c'est aussi ce qui a été marqué par une générosité dans l'accueil. On l'a vu avec les maires, avec les associations, avec les entreprises. Pas très loin d'ici à Méret, j'ai eu l'occasion de visiter l'entreprise Générique qui a accueilli des réfugiés qui travaillent aujourd'hui, qui sont des réfugiés ukrainiens, qui travaillent aujourd'hui dans cette entreprise. On a vu les maires immédiatement se débrouiller pour que des logements soient disponibles pour les réfugiés. On a vu des familles. Vous avez accueilli un certain nombre de réfugiés et je crois que c'est aussi la démonstration de la force, de la solidarité, non seulement de notre territoire, mais en général de notre pays. Mais cette année qui a pu à bien des égards être brutale pour beaucoup de Français a aussi été une année où tout a été fait pour protéger les Français. Je pense que Bruno, tu auras l'occasion évidemment d'y revenir, mais je crois que c'est aussi le moment de se dire qu'on a de la chance, malgré les épreuves, qu'on a de la chance de vivre dans le pays qui est le nôtre, et dans un pays qui justement a tout fait pour protéger les siens.
Et je sais bien qu'on n'est pas toujours habitué en France à se comparer, mais parfois on devrait. Et ça nous rappellerait quelques réalités aussi sur ce que nous vivons et surtout ce que nous avons réussi à ne pas vivre. Et l'engagement qui a été le nôtre pour préserver les Français, à la fois de la hausse des prix de l'énergie, encore une fois, parlez-en à quelques frontaliers qui voient très directement que sur le trottoir en face du leur, eh bien, les prix ont été multipliés sur leur facture de gaz ou d'électricité par 5, par 6. Eh bien, je crois qu'ils seraient heureux d'avoir pu traverser la rue pour vivre dans notre pays. La question évidemment du pouvoir d'achat avec une inflation qui est la plus faible de tout le continent européen, et puis la capacité qu'on a eue, malgré les épreuves et les crises, à recréer de l'emploi dans notre pays et à réindustrialiser. On a été, je crois, parfois dans une génération qui pensait la France comme un pays uniquement de services, qui s'en félicitait, qui disait que finalement l'agriculture, l'industrie, tout ça devait appartenir au passé. Et je crois que la crise et cet appétit de souveraineté qu'on a retrouvé, peut-être nous a bousculé et nous a rappelé à quel point, évidemment, nous avions besoin de recréer de l'emploi et de l'emploi qui dit quelque chose aussi sur ce qu'on fait concrètement dans notre pays. L'occasion aussi, messieurs, alors, il n'y a que des messieurs ce soir représentés dans les forces de sécurité et de secours, mais il y a évidemment des femmes à vos côtés, pour l'engagement qui a été le vôtre et singulièrement dans notre territoire. Parce que nous avons vécu des épisodes douloureux, nous avons vécu cet été des épisodes, Madame la sous-préfète le sait bien, notamment de feux de forêt, d'incendies sur des terres agricoles, et vous avez été systématiquement au rendez-vous. Il n'est pas là, mais je salue sa fille qui est présente, parce que c'est un épisode qui a profondément marqué notre territoire. Je salue Daniel Cronier, parce que l'entreprise qui est la sienne a malheureusement subi un terrible incendie. Il y a eu un mouvement de générosité immense et particulièrement mérité pour lui, pour ses salariés. Et là encore, vous avez répondu présent. Nous avons vécu des épisodes climatiques qui ont aussi atteint directement nos agriculteurs. Quand tout d'un coup, en 15 minutes d'épisodes de grêle épouvantables, vous perdez le travail de toute une année. Alors oui, on peut indemniser, et on l'a fait. Le ministre de l'Agriculture était venu à mes côtés, on s'était engagé, les indemnisations ont été faites, mais malgré tout, vous voyez être détruit immédiatement, en quelques minutes à peine, tout le labeur et tout le travail pour lequel vous vous êtes mobilisés. Et à cet égard, je crois qu'il faut être vigilant quand on parle d'agriculture, pour aussi essayer de faire parfois valoir un peu la science sur ces questions-là. Il y a une décision très brutale qui a été prise par l'Union européenne et qui fait qu'on peut se retrouver dans la situation absurde où nos agriculteurs ne pourront plus continuer un certain nombre de cultures. On pense notamment dans notre territoire à la betterave, qui est extrêmement importante. Ils avaient été frappés par la jaunisse, c'était presque 60% qui avaient été perdus. Et on peut se retrouver dans la situation où une filière disparaît pour importer demain du sucre du Brésil qui serait produit dans des conditions évidemment bien moins disantes que celles qui étaient les nôtres dans notre pays et qui sont les nôtres au sein de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut toujours être très vigilant quand on parle de ces questions et savoir aussi ce que l'on veut en termes de souveraineté. Et puis la protection, je crois que c'est aussi commencer par la question de l'école. Je vois l'ancienne directrice d'école, Emmanuelle, qui est présente. Je vois des enseignants qui sont présents. Et l'attachement qui est le nôtre à l'école rurale, parce que nous sommes dans un territoire qui est un territoire rural aussi, eh bien je crois que c'est la meilleure protection aussi qui puisse être apportée évidemment, parce que c'est la garantie de l'émancipation et de l'émancipation pour chacun. Alors l'idée, c'est aussi de dresser évidemment quelques perspectives devant vous. Et je crois qu'on a beaucoup de chantiers qui nous attendent. Pour tout vous dire, je me disais peut-être que ces vœux allaient être mouvementés, parce que cher Bruno, en général, mes vœux sont mouvementés. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc je ne dirais pas que pour autant tout va bien, que le pays est particulièrement apaisé et que tout le monde bondit de joie à l'idée de la réforme des retraites. Mais pour une fois, on est à peu près au calme dans cette salle. Comme quoi, c'est possible. Plus sérieusement, je crois qu'on a quelques défis importants. Premier défi, je crois que c'est la question de l'autorité de l'État. Et pour moi, l'autorité de l'État, c'est la capacité que nous avons à dire que le politique, en vérité, assume les prérogatives qui sont les siennes, assume ses fonctions, ne se déleste pas sur d'autres. Et je crois que ça, c'est une demande très forte. Parce que si l'abstention progresse, je crois que c'est d'abord parce que les citoyens se disent que finalement,
on n'a plus autant d'utilité, plus autant de pouvoir, plus autant de prérogatives, parce que parfois par nous-mêmes, finalement, nous avons accepté de nous en délester. Et je crois qu'il faut qu'on assume au contraire de reprendre le pouvoir démocratique qui est celui évidemment des élus. Je pense à la question de la sécurité. Gérald Darmanin était présent cette semaine au Bréviaire pour annoncer la création de nouvelles brigades de gendarmerie et donc cette proximité évidemment dans la sécurité qui doit être la nôtre et que nous devons apporter au quotidien aux Français. Et je pense, parce que c'est l'un des premiers sujets sur lesquels je suis interpellée, à la question évidemment de la justice, à la fois des moyens, des délais donc dans l'exécution d'un certain nombre de décisions de justice. Et à cet égard, la proposition de loi qu'on a portée à l'Assemblée nationale sur la question des squats me paraît être une bonne démonstration de ce qu'on peut faire concrètement pour dire qu'à un moment, l'État reprend le contrôle et que la décision de justice, elle doit tout simplement prévaloir. Et je crois que c'est très important comme signal. On a vu à quel point le Covid avait bousculé nos sociétés et notamment notre rapport au travail. Je crois qu'on en est tous le témoin. Témoin dans nos entreprises, témoin dans nos engagements individuels, collectifs, témoin quand on est chef d'entreprise et qu'on cherche à recruter, témoin quand on est salarié et qu'on voit les questionnements qui bouleversent évidemment notre société. Je crois qu'on apporte des réponses, de premières réponses face à ça, mais qu'on a un bouleversement de long terme qui doit évidemment nous questionner par rapport aux futures générations et la manière avec laquelle on envisage le travail tout au long de la vie. Et à cet égard, je dirais juste un mot évidemment sur la réforme qui va un peu nous concerner, qui est la réforme des retraites, parce que finalement on fait peser aujourd'hui sur les retraites tout ce qui ne fonctionne pas en amont dans notre société. On découvre qu'on a un système qui n'est pas si égalitaire qu'il le devrait, sur la question notamment des femmes. Et si les femmes sont en décrochage par rapport à la situation des hommes au moment de leur retraite, c'est d'abord parce que nous ne sommes pas suffisamment exigeants sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et à cet égard, encore une fois, les entreprises doivent prendre évidemment toute leur part en la matière. Et je crois que nous devons impérativement réussir cette réforme parce qu'elle est nécessaire. Quand on parle de justice, eh bien, c'est le corollaire de la nécessité de porter cette réforme, parce que si nous ne la faisons pas, encore une fois, celles et ceux qui seront frappés de plein fouet par l'impuissance, par l'absence de volontarisme, de courage politique, ce sont les plus fragiles. Ce sont ceux qui ne peuvent pas chaque mois mettre de côté pour préserver l'éventuelle retraite. Ce sont ceux qui comptent particulièrement sur la solidarité nationale. Et je crois que c'est pour eux, d'abord pour eux, que nous devons impérativement mener cette réforme, et on le fera, cher Bruno, avec, je crois, un peu de courage, de la volonté, de la détermination, et en étant extrêmement humble, parce qu'à partir du moment où on demande des efforts à des millions de Français, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. La question évidemment écologique, je parlais des aléas climatiques extrêmement importants, des bouleversements que nous avons subis jusque dans notre territoire, et donc ça nous oblige à repenser évidemment la question écologique et cette planification. On va très vite discuter à l'Assemblée nationale de la question du nucléaire. Et je crois que c'est essentiel. Quand on parle de souveraineté, le nucléaire est au cœur évidemment des enjeux de souveraineté en matière énergétique. Et on ne peut pas penser écologie sans penser évidemment nucléaire. Et puis, je finirai sur 2 points. La question de la santé. Parce que je crois que c'est la première interpellation qui est la vôtre. C'est ce qui vous concerne le plus directement. C'est l'angoisse d'avoir un médecin traitant qui part à la retraite et qui n'est pas remplacé. C'est le stress d'un parent qui vient habiter sur le territoire et qui trouve pas de pédiatre ou pas de Doliprane parfois. Là encore, sur la question des médicaments, nous avons avancé sur la réindustrialisation. Mais encore une fois, ce sont des années et des années qu'on doit rattraper, où on pensait que l'industrie, comme je disais tout à l'heure, finalement n'était pas un fait si important. Et sur la question médicale, on l'a fait très récemment à l'Assemblée nationale avec une loi qui lutte justement la question des déserts médicaux, qui permet enfin d'avoir un accès direct à nos kinésithérapeutes, à nos orthophonistes, à nos sages-femmes, qui me fait monter en compétence toutes les autres professions médicales. Et je crois qu'il faut aussi dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on sait qu'on va avoir, pendant quelques années encore, une démographie médicale qui va être difficile pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité de nos territoires. Donc il va falloir en effet qu'on continue à soutenir notre hôpital public, comme on le fait ici évidemment à Rambouillet,
et qu'on continue à faire monter en compétence toutes les professions médicales, qu'on continue à former plus, comme on l'a fait en mettant enfin un terme au numerus clausus. Et puis des combats, donc vous savez qu'ils sont des combats personnels, mais je crois qu'ils sont importants sur ce que ça dit de notre société, en tout cas je l'espère. Le combat évidemment de l'égalité entre les femmes et les hommes, le combat de l'inscription dans notre constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse, parce que j'entends ceux qui disent que ça n'est pas nécessaire ou utile de le faire maintenant, mais c'est justement parce qu'on a l'opportunité de l'inscrire aujourd'hui qu'il faut le faire sans attendre, parce que ça n'est pas au moment où nous n'aurons plus de majorité pour le voter, où nous aurions peut-être une majorité qui voudrait s'attaquer au droit à l'IVG, qui voudrait le restreindre, qu'on pourra s'en préoccuper. C'est maintenant qu'on doit prendre nos responsabilités, et nous l'avons fait à l'Assemblée, et dans quelques jours, le Sénat aura à nouveau à se prononcer sur le sujet, et j'espère très sincèrement que cette demande forte sera entendue et reconnue. Et puis évidemment, la question des valeurs républicaines qui sont les nôtres. Je crois qu'on ne peut pas là-dessus mettre, on va dire, la poussière sous le tapis, sur évidemment les enjeux de laïcité, et je crois que dans notre territoire, nous avons réussi à les porter extrêmement clairement. Je crois qu'on a besoin sur ces questions toujours de clarté, et je crois que c'est ce que nous faisons. Alors enfin, avant de te céder la parole, cher Bruno, évidemment quelques vœux. Déjà, je vous souhaitais une bonne année, parce que j'ai vu la maladresse dans la première cérémonie de vœux, de faire un très beau discours et d'oublier de souhaiter une bonne année. Donc j'évite de le faire à la toute fin, parce que sinon c'est l'opportunité d'à nouveau oublier. Donc déjà, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très belle année. Des vœux, je crois, d'espérance. On s'est souvent retrouvé en cérémonie de vœux avec le président Larcher, et on s'est aperçu qu'on avait la même carte de vœux, comme quoi il y a des convergences possibles qui existent aussi sur ce territoire. En disant cette phrase de Bernanos que l'espérance c'est le risque des risques, le risque à courir. Et je crois que plus que jamais, évidemment, nous avons intérêt à courir ce risque. Des vœux d'unité aussi, parce que vous savez, vous voyez à quel point l'Assemblée nationale, qui est la nôtre aujourd'hui, elle a été percutée par le choix démocratique, souverain des Français, que nous devons évidemment acter. Mais j'ai du mal à dire qu'une Assemblée nationale qui est composée de 89 députés d'extrême droite et 79 députés d'extrême gauche est une chance. Ce n'est pas une chance d'avoir autant de députés d'extrême droite et autant de députés d'extrême gauche. C'est un combat. C'est un combat que nous devons mener pour qu'il ne soit ni l'un ni l'autre majoritaire demain. Parce que nous voyons leur comportement à l'Assemblée, évidemment, à quel point pour certains ils cherchent à tourner en ridicule finalement ce qu'est notre démocratie. L'Assemblée nationale, non, n'est pas une ZAD, et on n'a pas l'intention évidemment qu'elle le devienne, mais évidemment aussi à quel point de manière pernicieuse ils cherchent à continuer à porter les idées, les valeurs qui sont les leurs, et c'est notre responsabilité, nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, de tout faire pour démontrer l'utilité qui est la nôtre, la réussite que nous pouvons avoir sur les politiques que nous menons, et donc faire en sorte qu'ils ne soient évidemment jamais plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui, ils sont suffisants. Et puis, dire qu'à l'approche de la Coupe du Monde de rugby, à l'approche des Jeux Olympiques qui iront jusque dans notre territoire, on peut peut-être espérer jouer un peu collectif. Je crois que c'est comme ça qu'on gagne, et je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer notre pays et notre territoire. Alors moi, c'est vraiment ces trois vœux que j'ai envie de formuler, des vœux d'espérance, des vœux d'unité et des vœux pour jouer collectif, pour faire réussir notre pays. Je vous remercie.